Traque de rebelles ADF et autres groupes armés dans l'est du pays, les forces armées de la RDC, la force de défense du peuple ougandais s'engagent à étendre leurs opérations conjointes. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires et agents publics, leur salaire va augmenter dès ce mois d'avril, retombée de l'accord de Bibois 2 signé en novembre 2021. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la 36e session du Conseil du travail par la ministre de l'Emploi, Claudine Doucy. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. Ouvrons cette édition avec une note de la sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo et celles de l'Ouganda se sont engagées à accroître les opérations conjointes contre les ADF et d'autres groupes locaux et étrangers en Ituri et au Nord Kivu. Une décision prise lors de la séance de travail entre les deux chefs d'état-major de deux forces. Les travaux d'évaluation de la deuxième phase des opérations conjointes FRDC-UPDF se sont clôturés en présence de deux chefs d'état-major de forces mutualisées, à savoir de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala-Moussense et son collègue ougandais, le général Wilson Mbasumbandi, arrivé au chef-lieu de l'Ituri, accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire d'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Les avancées et les failles de ces opérations de traque des ADF et d'autres groupes armés locaux et étrangers en Ituri et au Nord Kivu ont été dégagées au cours d'une séance de travail à laquelle ont également pris part des officiers généraux et supérieurs de ces deux pays voisins. Pour le général d'armée Célestin Mbala-Moussense, cette rencontre a permis de tirer des leçons pouvant permettre d'atterrir en succès et de préconiser deux voies de sortie qui conduiront à extirper toutes les failles possibles de la deuxième phase de ces opérations et ainsi espérer une évaluation positive avec des résultats plausibles à l'honneur du président de ces deux pays frères et leur peuple qui aspire à une paix durable pour se lancer sur le chantier du développement. De son côté, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Wilson Mbasumbandi, parle d'une satisfaction et félicite les deux forces alliées pour les opérations conjointes menées jusque-là pour traquer les ADF et les M23 dans l'objectif de rétablir la paix et sécuriser les travaux d'asphaltage des routes Kassine du Béni, Butembo et Bunagana, Rutshuru-Goma. Un communiqué final sera rendu public dans les jours qui viennent. Signale-t-on, pour rappel, le 27 janvier 2022 à Protea Hotel de Kampala en Ouganda, soit 2 mois après le lancement des opérations conjointes au mois de décembre 2021. La première phase de dites opérations avait été évaluée par les deux parties. Une évaluation qui avait permis de dégager les avancées et les failles en formulant de recommandations. Revenons à Kinshasa pour parler diplomatie parlementaire. Les relations entre la RDC et l'Italie sont au beau fixe. Le nouvel ambassadeur de l'Italie, Alberto Petrangeli, l'a déclaré à l'issue d'un échange qu'il a eu ce mardi avec le président du Sénat, Modeste Baati-Lukwebo. Modeste Baati-Lukwebo et Alberto Petrangeli voient à travers cette diplomatie parlementaire l'échange d'expériences entre le Sénat de la République démocratique du Congo et celui de l'Italie. Les élections et la situation dans l'est du pays ont été également au menu de cette rencontre entre les deux personnalités. Cet échange est également une opportunité pour Alberto Petrangeli d'annoncer l'organisation dans les mois qui suivent d'un forum des affaires à Kinshasa pour permettre aux entrepreneurs italiens et congolais de développer des liens afin de contribuer à l'avancement économique de deux pays. C'est très important la diplomatie parlementaire pour nous et pour faire sentir la voix du peuple dans les forums internationaux. Les relations sont excellentes, aussi à la suite des rencontres que Son Excellence la Présidente et les ministres des Affaires étrangères et Son Excellence la Présidence du Sénat ont eu en Italie l'année passée en occasion des rencontres multilatéraux qui ont été hospitées par l'Italie. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir plus d'entreprises italiennes en RDC. Avant de joindre Kinshasa, Alberto Petrangeli était en poste en Albanie. Il a été nommé en République démocratique du Congo à la suite du décès de son prédécesseur, Luca Attanasio, assassiné en février 2021 à Rutshuru, à 15 km de la ville de Goma, dans le Nord Kivu.
Augmentation des salaires des fonctionnaires et agents publics de ce mois d'avril. Le gouvernement congolais va procéder au paiement du salaire avec une croissance de 30 et 45% pour le mois de juillet 2022. Ceci dans le cadre de l'exécution de l'accord Bibois 2 signé en novembre 2021. Faisons suite aux options levées lors des travaux des Bibois en novembre 2021, présidés par le vice-premier ministre. Ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa, Kaloko Lamongalibana, sous la coordination du premier ministre Samalou Kondé, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de conclure et de signer un avenant portant augmentation des salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État de l'ordre de 30% en moyenne de ce mois d'avril et de l'ordre de 45% pour le mois de juillet 2022. Cette mesure concerne les personnels civils de l'État que ceux des forces armées et de la police nationale congolaise. À partir de ce mois, le mois d'avril, le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Il faut noter cette volonté du gouvernement, qui n'est pas une volonté de façade, qui est une vraie volonté, non seulement de soutenir les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi d'améliorer les conditions sociales. Il faut noter qu'après les rabattements de l'IPER, impôt professionnel sur le revenu des 15 à 3% et la mécanisation de plus de 23 000 agents publics de l'État, cette nouvelle mesure vient de démontrer la volonté du gouvernement de matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des agents publics de l'État. L'IPER était à 15%, ils ont accepté qu'on va rabattre, on a rabattu à 3%. On a mécanisé les amis, comme on l'avait promis, 22 800. Et nous disons que seulement pour l'aspect augmentation salariale, ça se fera en 2 tranches. On a déjà appliqué une bonne partie déjà au mois d'avril. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa, Kaloko Lamongalibana, a pris des décisions et options importantes pour placer les fonctionnaires et agents publics de l'État dans les conditions optimales devant leur permettre de contribuer au développement de la nation congolaise. Ainsi matérialiser la vision du chef de l'État qui vise une administration publique au service du peuple, à la hauteur de la grandeur de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, le ministre des Infrastructures a inspecté la route Ndosho qui nécessite une réhabilitation et celle de Kilijoué en plein travaux située dans la ville de Goma. Alexis Guizaro voulait s'imprégner de l'état actuel de ces 2 tronçons routiers et il était accompagné de Patrick Mouniomo et Hubert Furuguta qui ont mené de plaidoyer pour la réhabilitation de ces 2 artères. Venu à Goma pour inspecter les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine, le ministre des Infrastructures s'est d'abord dirigé sur la route Ndosho, où 1 kilomètre de ce tronçon routier, financé par le gouvernement congolais, doit être asphalté. Conduit par les 2 députés nationaux Patrick Mouniomo et Hubert Furuguta, tous élus de la ville de Goma, Alexis Guissaro va ensuite se rendre sur la route Kilijoué, qui aussi est en train d'être réhabilitée sur le financement de l'Union européenne, mais grâce au plaidoyer de ces 2 parlementaires. À l'issue de cette visite, le ministre Alexis Guissaro annonce la reprise imminente des travaux de modernisation de ces 2 axes routiers. Tout à l'heure, nous avons été sur la RN2, ici à la sortie de Goma, sur la route vers Saké, où nous avons constaté qu'effectivement, des travaux ont été effectués, mais qu'il y a un tronçon d'à peu près 900 mètres qui, pour l'instant, n'a pas été remis en état, alors que les deux côtés sont déjà réhabilités. Et donc, je venais me rendre compte personnellement, afin que nous prenions des dispositions pour que nous puissions réhabiliter totalement ce tronçon. Après cela, nous avons été visiter le projet Kilijoué, qui va permettre effectivement de contourner, c'est comme une voie de contournement en fait, pour éviter tous les embouteillages qu'il y a en traversant la ville de Goma. Donc c'est un projet qui avance bien, c'est une route d'à peu près 3,7 km, mais il est déjà réhabilité sur 1,2, il reste à peu près 2,5. Nous avons eu un échange avec l'entreprise qui est en train de travailler sur terrain.
et nous allons voir comment le soutenir pour qu'il puisse achever rapidement ces travaux-là. Signalons que le ministre des Infrastructures a félicité Patrick Mounyomo et Hubert Furuguta pour leurs différents plaidoyers afin que les axes routiers Ndosho et Kilijioé à Goma soient vite réhabilités, ce qui constitue une autre victoire pour ces deux députés de Goma. Et au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, les travaux de la première édition de la 36e session du Conseil national du travail a débuté ce mardi au siège de l'Institut national de préparation professionnelle. Ces travaux sont consacrés à l'examen de 5 points, notamment la création, l'organisation et les fonctionnements du Conseil supérieur de l'emploi. Détail dans ce reportage signé Grace Fikilini. Dans l'article 228 du Code du travail, il est prévu l'organisation de 2 sessions ordinaires tous les ans. Ce mardi, à l'initiative du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, il s'est ouvert la première partie de la 36e session du Conseil national du travail. Session du Conseil national du travail répond au souci du gouvernement de légiférer sur les impératifs dictés par les contextes du moment dans le monde du travail. Parmi les priorités retenues dans ces plans, nous pouvons citer la croissance économique inclusive, la protection sociale, la gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration de la productivité du travail par la promotion du dialogue social et des droits fondamentaux des travailleurs. Ces travaux, qui s'étaleront sur 3 jours, soit du 19 au 22 avril, connaîtront la participation de plusieurs acteurs et vont dans les secteurs du travail qui examineront 5 points essentiels allant du projet portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, le plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2021-2030. Mais aussi les projets d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Cette cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire a connu la participation des ministres, députés nationaux et sénateurs, de hauts représentants du chef de l'État et de plusieurs autres invités de marque et s'est clôturé dans une ambiance conviviale par une photo de famille. Cérémonie de remise des certificats aux apprenants du club de leadership du professeur Matata Pogno du 2e module. Ces apprenants venus de partout promettent à leur tour de former les leaders pour relever les défis dans plusieurs domaines. Plus de 200 apprenants sont venus de tout horizon, Afrique, Europe, Amérique, pour participer à ce 2e module avec pour thème leadership féminin, management et gestion de temps. Ce 2e module est réparti en 5 ateliers assurés par les experts du centre Carter. Désormais à l'UPC, plus aucun candidat ne sera admis pour prétendre diriger les étudiants à l'UPC sans être passé par l'école de leadership. Parce qu'en réalité, vous méritez de vrais serviteurs, de vrais leaders qui montrent l'exemple, qui ne nous amènent pas de concours de Miss Primus à l'UPC. Après 5 jours d'intenses travaux, les apprenants ont reçu demain de l'initiateur Matata Pogno Mapon les certificats sanctionnant la fin du module. Comment une femme leader pouvait naître ou peut-être devenir leader? Parce que le prof Matata nous avait expliqué que chacun de nous naît leader. On le naît, c'est une question des stéréotypes. On est leader. Mais pour le devenir, il faut le vouloir. Le leadership n'est pas un boulevard, c'est un sentier. Alors nous devons affronter toutes les difficultés. Dieu a dit la suggestion du monde est remplie. Et c'est impossible pour un pays rempli d'irresponsables et d'incompétents. L'objectif de ces enseignements est de créer les jeunes leaders capables de booster les défis économiques de leur pays. Et la République unie de Tanzanie a ouvert un consulat général à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est l'ambassadeur tanzanien en République démocratique du Congo assisté du gouverneur de province Jacques Yabula qui a présidé cette cérémonie. Désormais, la République unie de Tanzanie a un consulat général à Lubumbashi, situé sur l'avenue Roué dans la commune de Lubumbashi. Il a été inauguré ce mardi 19 avril 2022 au cours d'une cérémonie présidée par l'ambassadeur de ce pays en poste à Kinshasa.
Dans leur allocution, le consul général de Tanzanie à Lubumbashi, Célestin Gervais Kakele, et l'ambassadeur Saïdi Djouma ont de prime abord remercié les présidents des deux nations sœurs et le gouverneur Jacques Aboula Katwe, qui ont tous travaillé dur pour l'ouverture de cette représentation diplomatique tanzanienne à Lubumbashi. Ils ont aussi affirmé que ce bureau va renforcer davantage les relations des deux peuples frères et faciliter les échanges commerciaux entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo, et particulièrement la province du Haut-Katanga, dont la plupart des hommes d'affaires fréquentent le port de Dar es Salaam. Les commerçants du Haut-Katanga sont les plus gros utilisateurs des ports tanzaniens de Dar es Salaam. En outre, il y a des commerçants qui achètent des produits alimentaires et industriels de la Tanzanie. Le consulat général aidera à recevoir et à traiter les plaintes des commerçants de la RDC qui font leurs affaires en Tanzanie afin de créer un environnement commercial plus favorable. Le gouverneur de province Jacques Aboula Katwe a invité les ressortissants tanzaniens vivant dans sa province à se sentir chez eux et à continuer à travailler pour le développement de la province et de son économie. Inakuwa vizuri kwani itatusaidia sisi wekaji wa Lubumbashi kufanya biashara na Tanzania. Kwa ile tunapikia asanti wa president de la République wote mbili wa Tanzania na wa République démocratique du Congo. Na tunasema hii mikini miji mbili iko en collaboration pour que endeshe biashara mbele. Juste après, le gouverneur Jacques Aboula Katwe procédera à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'ouverture officielle du consulat général de Tanzanie à Lubumbashi. Peu avant de quitter le lieu, l'autorité provinciale couchera quelques mots dans le livre d'or du consulat. La direction le Congo central, où le maire de Boma, Marie-Josée Nyongo, a procédé le week-end dernier à l'inauguration d'un pont et d'une route bétonnée en faveur de la population du quartier Kikuku dans la commune de Nzadi. Les deux ouvrages ont été construits sur initiative du député provincial Samuel Nimi, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, à travers sa fondation. L'action impact visible que pose l'honorable Samuel Nimi Mbumba, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central en faveur de ses électeurs de la ville de Boma au Congo central, est certainement justifiée par ces trois mots: amour, travail et développement, la devise de la fondation qui porte son nom. La construction de ces ponts et le bétonnage de cette route sur des pieds au quartier Kikuku, lotissement Saïko de la commune de Nzadi, sont des réponses aux cris de détresse lancés à la fondation en décembre 2021 pour désenclaver cette partie de la ville de Boma. La cérémonie inaugurale est rehaussée de la présence des habitants du quartier, principaux bénéficiaires, ainsi que de nombreux invités. Après la lecture de quelques mots, dont celui de la fondation honorable Nimi, mais aussi de la bénédiction de l'ouvrage, le maire de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo Swami, entourée de notables et de l'honorable Samuel Nimi Mbumba, initiateur du don social, coupe les rubans symboliques, synonyme de sa remise officielle aux usagers. La population exprime sa joie. Pour le numéro 2 du bureau de l'organe délibérant du Congo central, outre légiférer, représenter le peuple et contrôler l'exécutif, le député provincial ou national a aussi le rôle d'assurer le développement de sa base. Les coins où nous avons jeté les ponts, c'était vraiment un coin qui était complètement enclavé et pourtant c'était un quartier désévolué. Mais ceux qui ont des voitures ne pouvaient pas passer. Ceux qui ont des motos, c'est difficile. Quand il a plu, c'est difficile de traverser pour atteindre sa maison. Ainsi, pour désenclaver ces milliers, on a posé cet acte-là d'abord pour accompagner la population et pour immortaliser également notre personnalité. Si, quand bien même nous serons plus aux affaires, mais les gens se souviendront de nous. La Fondation Honorable Nimi promet d'autres réalisations à court et à moyen terme au profit des communautés de base de Boma, fief électoral de l'initiateur, Honorable Samuel Nimi Mbumba. En santé, le programme national de la santé de reproduction a organisé ce mardi un atelier de validation des outils de formation, de prestation et de gestion de soins complets d'avortement centrés sur la femme, une étape importante dans la domestication du protocole de Maputo. C'est un grand pas franchi vers la domestication du protocole de Maputo en République démocratique du Congo. Ce mardi 19 avril 2022, les outils de formation, de prestation et de gestion des soins complets d'avortement centrés sur la femme ont été adoptés et endossés par la commission technique de coordination du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. On va commencer à sauver les femmes par rapport aux soins complets d'avortement centrés sur la femme
et toutes les autres matières de la santé sexuelle et reproductive, dont par exemple le plan stratégique pour la planification familiale et les femmes victimes de violences basées sur le genre. Les experts concernés ont, bien avant l'adoption de ces outils en plénière, échangé d'une manière constructive et discuté des atouts. Pour les ministères de la Santé publique, les pays s'engagent à vulgariser rapidement ces outils qui viennent promouvoir un peu plus les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive. Les documents, une fois endossés, ils doivent être vulgarisés. Parce que comment on va appliquer si on ne connaît pas qu'est-ce qui est décidé là-dedans? C'est ça le challenge qui reste maintenant. Après l'endossement qui a été attendu, les partenaires et le gouvernement, nous allons nous souder pour qu'on puisse appliquer. L'ONG internationale AIPAS, qui a appuyé financièrement cet atelier, plaide pour la synergie de tous les partenaires de la RDC dans l'appropriation de ces outils qui sont d'une importance capitale. La justice reproductive représente la clé pour pouvoir booster la contribution de la femme au développement du pays. Et donc nous pensons que le plus de partenaires vont se joindre à nous et se joindre au ministère de la Santé et au gouvernement en général pour pouvoir vulgariser ces nouveaux outils. Pour rappel, c'est en 2008 que la RDC avait adhéré au protocole de Maputo, document juridique important pour les femmes sur le continent africain. Outiller les femmes enseignantes, avocates, des médias, politiques et tant d'autres secteurs avec pour objectif de renforcer la formation de jeunes filles en milieu scolaire pour assurer leur autonomisation. L'initiative de femmes enseignantes et éducation des filles en Afrique est un projet mis en œuvre par le Forum des éducatrices africaines. Un atelier de 2 jours a eu lieu à Kinshasa. C'est un atelier de formation sur la pédagogie sensible au genre. Très important. Vous devez travailler ensemble. Cette 3e activité de FAWE RDC concerne la mise en place et le lancement du réseau pour créer des modèles et soutenir la jeune fille à accroître sa compétence. Avec ce réseau, ce que nous voulons, c'est développer le leadership transformationnel des enseignantes pour qu'elles aillent dans les espaces de prise de décision, qu'elles puissent devenir responsables d'école, directrices d'école, qu'elles puissent devenir directrices de service au sein du ministère et donc vraiment développer ce leadership-là chez les femmes, chez les enseignantes. Les statistiques démontrent que plus la jeune fille avance en classe, plus le taux de réussite baisse. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Nous avons constaté que les femmes sont toujours mises en arrière-plan. Alors pour les motiver, ces réseaux de femmes qui ne sera pas structuré avec des bureaux et autres, mais qui sera un réseau virtuel, ça va les aider à faire des plaidoyers, des lobbying, afin que celles-ci puissent aussi accéder aux postes de décision au niveau du ministère de l'Éducation. Et avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, FAWE est implanté dans 10 pays de l'Afrique et les enseignantes ont loué l'initiative. Nous nous disons qu'au sortir de l'atelier, nous allons changer beaucoup de choses dans nos milieux scolaires, dans nos quartiers. Nous allons aider la fille mère à s'épanouir. Et surtout celles qui ont quitté le banc de l'école, nous allons les stimuler, les sensibiliser à ce qu'ils puissent réintégrer l'école pour que demain, elle soit importante pour la nation. Débuté le 11 avril, l'atelier a connu plusieurs thématiques dont la formation en tous aimés, la pédagogie sensible du genre et puis la mise en place d'un réseau de soutien et d'inter-apprentissage. Et l'association Action de jeunes Congolais pour les développements et la fondation Julien Zamangana ont organisé un grand rassemblement de leurs membres venus de 4 coins de la province du Congo central à l'esplanade de la maison communale de Mvuzi à Matadi. La cérémonie a été présidée par le coordonnateur national de 2 structures, Master Julien Zamangana. C'est pour marquer d'un cachet spécial cette activité que l'ingénieur Master Julien Zamangana, coordinateur national de l'Action des jeunes congolais pour le développement Agicode et de la fondation qui porte son nom, décide d'effectuer ce carnaval motorisé à travers les chefs-lieux de la province du Congo central. Ils sillonnent les principales artères de la ville de Matadi avant d'arriver sur l'esplanade de la maison communale d'Mvuzi, lieu prévu pour la tenue de ces grands
et premier rassemblement des membres de ces deux structures. Prenant la parole, le président national de la JICOD et de la Fondation Gilles Amongana, le rural, ne va pas par 4 chemins pour demander aux jeunes de s'approprier des actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Congo central. Les représentants des jeunes des 10 territoires et des 2 villes du Congo central, ainsi réunis autour de leur leader, l'ingénieur master Gilles Amongana, ont tous un dénominateur commun, leur alignement sur la vision des chefs de l'État à qui ils promettent un soutien total en 2023. L'activité est également consacrée à la présentation et à l'installation des membres des comités de la JICOD, de la Fondation, mais aussi de l'Alliance des jeunes de l'Ouozi pour les progrès. Des mégaphones sont aussi donnés pour une bonne vulgarisation des actions du président de la République. J'ai senti que la jeunesse du Congo central aime et soutient le président Félix Tshisekedi. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un jeune quitte Mwanda avec ses propres moyens, Banzangungu, qui sentent ainsi de suite pour venir participer à cette manifestation et cette cérémonie. Ils m'ont dit, ils m'ont témoigné, s'ils m'ont choisi comme leur porte-parole au niveau du Congo central, auprès du président de la République, mais aussi parce qu'ils m'ont dit qu'ils aiment et ils portent le président de la République. C'est fort de la certitude que la jeunesse du Congo central a choisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République en 2023 que Gilles Amongana clôture l'activité. Parlons politique, examen et adoption de la loi électorale, la dynamique pour une sortie des crises de Lisanga Bonganga fustige la démarche des députés nationaux membres de l'Union sacrée de la nation, celle de boycotter les consensus autour des réformes électorales proposées par le FCC et les Lamuka. La DISOC a suivi attentivement la déclaration des députés nationaux membres de l'Union dite sacrée de la nation en rapport avec la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. La seule voie idoine de sortie des crises soutenue non seulement par les FCC, mais également et surtout par la MUCA, par la DISOC et toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. La DISOC s'étonne d'entendre aujourd'hui les députés nationaux refuser les consensus, oublions qu'ils se sont constitués frauduleusement une majorité parlementaire. Dire non au consensus, c'est commettre un acte de haute trahison. En la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a toujours prôné mise en place d'une CENI crédible et d'une cour constitutionnelle impartiale. Dire non au consensus, c'est ouvrir la voie aux élections contestées et chaotiques, c'est préparer une candidature unique. Dire non au consensus, c'est confirmer la thèse selon laquelle la Constitution se confond en la personne de Félix Tshisekedi. La DISOC interpelle les compatriotes du groupe des 13 à honorer la mémoire des faits honorables Henri Thomas Lokondo. Le temps est venu pour toute la classe politique congolaise de saisir la balle au bon. La DISOC demande au peuple congolais de rester vigilant. Remplacement de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Après avoir saisi l'UDPS à travers son secrétaire général Augustin Kabouya, l'Alliance pour la réforme de la République ADER vient de déposer la déclaration portant désignation de sa présidente nationale Henriette Ouamou au poste de premier vice-président à la Chambre basse du Parlement au cabinet du président de la République pour un arbitrage. Le regroupement politique Alliance pour la réforme de la République ADER en sigle a proposé l'honorable Henriette Ouamou Ataminia au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, resté vacant depuis la démission de l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, élu de la ville de Kinshasa. Les responsables du regroupement politique ADER ont remis officiellement la candidature de l'honorable Henriette Ouamou Ataminia entre les mains de M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Étant entendu que l'honorable Henriette Ouamou Ataminia est effectivement député UDPS en ordre de cotisation dans le parti et élu de la ville de Kinshasa comme l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound.
Le 14 avril 2022, l'ADER a déposé la déclaration de désignation de l'honorable Henriette Ouamou Ataminia au cabinet du président de la République pour toute fin utile et pour un arbitrage qui apaise les consciences. En considération du combat de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autorité suprême de l'UDPS, pour la masculinité positive et la promotion de la femme congolaise. L'ADER lui réitère son appel, afin qu'une solution juste soit trouvée en faveur de l'honorable Henriette Ouamou Ataminia, une députée loyale à toute épreuve ayant à son actif l'expérience de 3 mandats successifs de député national gagnés dans la ville de Kinshasa. Prenons le rappel des titres avant de se quitter. Traque de rebelles ADF et autres groupes armés dans l'est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo et la force de défense du peuple ougandais s'engagent à étendre leurs opérations conjointes. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires et agents publics, leur salaire va augmenter de ce mois d'avril, retombée de l'accord de Bibois 2 signé en novembre 2021. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la 36e session du Conseil du travail par la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi. Fin de ce journal, merci de nous rester fidèles. L'actualité reste en continu dans Banamboka Congo sur YouTube. L'actualité reste en continu. Communiqué de presse. Bilan à mi-parcours de la récupération des biens immobiliers de l'État par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Kinshasa, 16 avril 2022. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat informe l'opinion nationale et internationale que conformément au communiqué numéro 001/2022 du 25 février 2022, il sied de rappeler que seul le consentement des parties à un contrat de cession ou de vente assure le transfert de propriété selon les dispositions de l'article 37 du Code civil, livre 3. Concernant la cession des unités de logement du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État, le consentement de celui-ci est cristallisé par des documents ci-après. L'autorisation de la haute hiérarchie, l'acte de réglementaire qui matérialise l'autorisation sus-évoquée, l'acte administratif d'attribution. L'absence de ces 3 éléments équivaut au défaut de consentement de l'État. En conséquence, toutes les autres opérations se faisant sur le dos de l'État ne peuvent être considérées comme des manœuvres consacrant la spoliation. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat porte en plus à la connaissance du public que le rapport à mi-parcours de la commission d'identification répertorie à ce jour plusieurs occupants irréguliers des maisons de l'État sont sans titre ni qualité, d'autres des sous-locataires non reconnus en violation de l'article 14, alinéa 4 du contrat de bail, d'autres encore des locataires indélicats accumulant plusieurs loyers impayés. Le présent communiqué de presse permet de couper court à tout malentendu et d'énoncer la culture de la victimisation chez les fossoyeurs des biens immobiliers de l'État. Faite à Kinshasa le 18 avril 2022 pour la cellule de communication Jules Kidinda Kamwanga, conseiller en communication et des questions politiques.